En manchette, Yves Martin écope d'une peine de 14 ans de prison. L'abolition de 103 postes à l'aluminerie de Rio Tinto entraînerait une hausse de la syndicalisation. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au Web Journal du 27 janvier 2017. Le chauffeur Yves Martin purgera une peine de 14 ans d'incarcération et une interdiction de conduire à perpétuité à la suite de la décision qui a été rendue par le juge François Huot ce matin au palais de justice de Chicoutimi. L'homme de 37 ans avait plaidé 3 fois coupable au chef d'accusation auquel il faisait face pour avoir causé la mort de 3 individus sur le rang Saint-Paul avec un taux d'alcoolémie qui dépassait largement la limite permise. Marie-Pierre Leboeuf, vous étiez sur place. Oui, je peux vous dire que c'est une salle comble qui attendait Yves Martin pour sa condamnation. C'est après 2 longues heures à lire les grandes lignes du jugement qui en contenait 46 pages que la décision finale a été rendue, c'est-à-dire 14 ans d'emprisonnement et l'interdiction de conduire à vie. Les 2 juges sont relativement satisfaits du jugement de François Huot qui avait très bien étudié le code de jurisprudence. Rappelons d'ailleurs qu'en décembre dernier, il avait repoussé la date de condamnation pour rendre une décision plus éclairée, mieux justifiée. Et est-ce que l'avocat de la Couronne est satisfait? En ce qui concerne l'avocat de la Couronne, Maître Bourget, il dit que c'est une décision qui est raisonnable, mais il s'est davantage prononcé sur l'interdiction de conduire. On peut l'écouter. La peine de détention, c'est tel que tel. Ça vaut pour l'accusé. Maintenant, l'interdiction de conduire, c'est ça qui va vraiment rendre service à la société. Et si on peut mettre un baume à la société, c'est bien pour ce qui s'est passé le 1er août 2015, c'est bien de lui interdire de conduire pour le restant de ses jours. Et l'avocat de la défense a-t-il commenté le jugement? Quant à l'avocat de la défense, Maître Fradette, lui, est satisfait de constater que le sentiment de vengeance n'a pas influencé la décision, ce qui a également soulagé la famille qui, elle, s'attendait à une sentence beaucoup plus lourde qui aurait pu toucher 15, 16, même 17 ans et qui aurait forcé la défense à aller en appel. On peut écouter Maître Fradette sur le sujet. Mon feeling, c'est qu'on se retrouve dans une zone de sévérité, mais peut-être pas de déraisonnabilité. On aurait préféré avoir moins, mais si on avait eu 15, 16, 17 ans, on aurait été plus que déçus. Alors, j'apprécie le jugement. Donc, si je comprends bien, le jugement a fait l'unanimité. L'unanimité, peut-être pas, mais comme l'a dit Maître Fradette, oui, c'est une peine qui est sévère, mais qui est très bien justifiée. Et Pauline, d'ailleurs, le juge François Huot en a profité pour faire quelques déclarations choc en disant « assez, c'est assez » parce que le message de conduite en état d'ébriété ne passe tout simplement pas et que c'est aux tribunaux de punir ce qu'il a considéré de fléau. Et Marie-Pierre, pour terminer, est-ce que l'avocat de la défense a parlé d'une possibilité d'aller en appel? L'avocat de la défense n'a pas écarté la possibilité d'aller en appel, mais il ne souhaite pas, en fait, prendre une décision à chaud, d'autant plus qu'il n'avait pas encore rencontré son client. Lorsqu'on lui a parlé, il prendra quelques jours pour y réfléchir. D'ici là, il a 30 jours pour prendre sa décision. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Je vous en prie. Les frais accessoires sont officiellement abolis partout au Québec depuis ce matin, même si les médecins de famille n'ont pas réussi à trouver une entente avec le gouvernement. La vasectomie et les chirurgies mineures seront prises en charge par la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Par ailleurs, les vaccins ou les prélèvements sanguins offerts jusqu'à maintenant par les médecins de famille ne pourront plus être chargés. Le regroupement des médecins de famille entend poursuivre les discussions avec le gouvernement pour parvenir à une entente. Le député de Dubuque à l'Assemblée nationale, Serge Simard, est furieux contre la multinationale Rio Tinto après l'annonce de l'abolition de 103 postes à l'aluminerie de la baie. Il déplore le manque de consultation des travailleurs dans cette prise de décision qui serait selon lui une partie de la solution. De son côté, la chef de l'équipe du Renouveau démocratique, Josée Néron, invite la région à se mobiliser pour cesser les pertes d'emplois successives au sein des installations de la multinationale. Pour sa part, le conseiller régional de la FTQ, Marc Maltais, considère que les coupes orchestrées à l'usine Rio Tinto de la baie sont inacceptables et le silence du premier ministre Philippe Couillard dans le dossier n'améliore pas la situation.
Ma collègue Evelyne Auger s'est entretenue avec lui plus tôt aujourd'hui. Voici ce qu'il avait à dire. Bonjour, M. Maltais. Bonjour, Mme Auger. Oui, alors, il y a eu beaucoup de réactions par rapport aux coupes qui ont eu lieu à l'usine de Grande-Bay de la part de Rio Tinto. Qu'est-ce que vous pensez de cette grogne-là populaire? Je pense qu'elle est justifiée. En fait, ce que je trouve intéressant dans le débat à l'heure actuelle, c'est que la classe politique est en train de reprendre un petit peu les mêmes thèmes que j'amenais moi-même sur la place publique en 2011-2012. Elle a fait que c'est pas un bon partenaire un bon partenaire commercial Rio Tinto. Donc, la classe politique, puis d'ailleurs, je salue le courage aussi des politiciens qui se sont insurgés, on peut dire, contre cette annonce-là des 103 postes qui devraient être coupés. Donc, en ce qui me concerne, je suis un petit peu divisé par rapport à de la satisfaction parce que, bon, il y a eu une évolution dans le débat, mais j'ai beaucoup de colère, effectivement, parce que ça a pris quand même assez du temps là. Puis je pense qu'on a vécu une succession de coupures puis de difficultés qui sont injustifiées, selon moi, dans le cadre du marché de l'aluminium, qui n'est vraiment pas aussi grave que veut faire croire Rio Tinto. Puis, est-ce que les syndicats devraient se regrouper avec les élus pour défendre les intérêts des travailleurs? La main tendue, je vous dirais qu'en ce qui me concerne, puis d'ailleurs, j'ai travaillé avec plusieurs présidents de sections locales, d'établir des liens avec la classe politique avec lesquels on a d'excellentes discussions. Maintenant, même avec M. Couillard, ce qui est difficile, c'est qu'on a un bon accueil, on a des bonnes discussions, mais de la parole aux actes, on se rend compte qu'il y a un écart quand même immense. Puis, qu'est-ce que vous pensez de son mutisme? Je dirais que c'est aussi inquiétant que révoltant. En plus d'être premier ministre, M. Couillard est quand même le ministre délégué de la région. Donc, c'est le seul à peu près qu'on n'a pas entendu à l'heure actuelle. Puis, je pense que comme communauté, on a intérêt justement à dire, bon, s'il y a des difficultés, effectivement, de peut-être amener certains assouplissements. Ça, je peux comprendre ça, mais ça a toujours une limite aussi. Je pense qu'il faut que la région, puis l'ensemble du Québec, parce que dans le fond, le fait que l'énergie qui est produite par eux autres aurait pu être nationalisée, c'est l'ensemble des Québécois qui payent pour ça. Je regarde à l'heure actuelle, au moment où on a d'énormes surplus, Rio Tinto a fait une réclamation de 26 millions de dollars pour l'hydroélectricité. Au moment du lockout en 2012, j'aimerais ça le rappeler, le gouvernement du Québec a acheté alors qu'il était en surplus pour 148 millions de dollars d'hydroélectricité qu'il n'avait pas besoin. Donc, je pense que les Québécois font d'énormes sacrifices en échange de jobs. Puis là, bon, c'est le deuxième aspect de ces ententes-là qui n'est pas respecté. D'ailleurs, c'est ce qui a été soulevé lors du pacte social sur l'aluminium qui s'est passé à l'UQAC très récemment, qui a été piloté par le chercheur émérite, M. Marc Urbain-Proulx. Puis, est-ce que vous pensez que nationaliser l'aluminium, ça serait viable, ça? L'industrie de l'aluminium est extrêmement viable. Maintenant, on a fait un choix il y a plusieurs décennies de dire, bon, l'entreprise privée va se charger de ça. Mais il arrive un moment où l'heure des bilans arrive. Puis là, le bilan, je pense qu'effectivement, on réalise qu'on n'a pas pour notre argent. Donc, moi, je me dis, tant qu'à vivre sous la menace, tant qu'à vivre sous le joug d'une compagnie multinationale qui n'a aucun intérêt de développement régional, on a vu ce qui s'est passé avec entre autres au niveau de la production d'aluminium brut, mais aussi par rapport à tout ce qui était de transformation, ça a tout été annihilé dans la région. Donc, c'est une industrie qui est très viable. Maintenant, si l'équation n'est pas favorable pour nous autres, bien, pourquoi pas en prendre les rênes nous autres? D'abord, l'expertise, il faut se le rappeler. Nous sommes les champions de la production d'aluminium. On a toute l'expertise ici, on a les ressources ici, puis on a les gens. Maintenant, il manque une volonté, malheureusement. Mais cela dit, la première solution, je pense qu'il sera envisagée, c'est de s'assurer du respect des ententes qu'on a avec Rio Tinto. Ce n'est pas le premier choix, la nationalisation. Mais si le bilan est négatif, bien là, je pense qu'on sera peut-être dû pour prendre des décisions collectives qui sont dans un autre sens. Qu'est-ce que vous pensez de la création d'un forum régional de l'aluminium, comme l'a proposé Mme Néron de l'ERD? Je pense que c'est très intéressant. D'ailleurs, ça ferait une suite logique au pacte social sur l'aluminium. C'est d'ailleurs une discussion qu'on avait eue à l'époque de créer cette table-là. Parce qu'on se rend bien compte aussi avec les politiques néolibérales qui sont amenées par le Parti libéral du Québec, qui, dans le fond, ils ne sont pas libéraux, c'est des conservateurs. C'est le démantèlement de ces structures-là de concertation. Il y a une disparition, là. Donc, la conséquence, c'est qu'on n'a plus de voie régionale. Maintenant, il faut trouver des leviers. Puis on cherchait lors de ce forum-là des façons de vouloir parler avec la compagnie, mais on tire la conclusion que si on n'a pas de communication avec eux autres, c'est qu'ils n'en veulent pas, parce que ça existait avant ça, un dialogue social avec eux autres, en tout cas, du moment d'Alcan, du moins. Là. Puis, vous avez parlé de génocide, de crimes de guerre qui auraient été commis par Rio Tinto Alcan ce matin à la radio. Qu'est-ce que vous vouliez dire plus précisément par rapport à ça? C'est factuel. D'ailleurs, je vous invite à aller sur Internet, faites une recherche Rio Tinto, crimes contre l'humanité, puis ils sont effectivement poursuivis pour crimes de guerre et génocide. J'ai moi-même rencontré à 2 reprises le roi de Papouasie-Nouvelle-Guinée dans le cadre de la tournée mondiale qu'on avait faite dans la campagne corporative lors du lockout de 2012. Une guerre civile qui a créé entre 10 000 et 15 000 morts. Donc, une compagnie qui a été un génocide, qui a été
En tout cas, les accusations vont à l'effet que c'est Rio Tinto qui a financé des mercenaires venant de d'autres pays. Le roi de Papouasie de Nouvelle-Guinée me racontait que les hélicoptères de mercenaires sont atterris dans le village où il y avait une guerre. On craquait les mitraillettes, on dit aux grévistes, ceux qui veulent faire la grève, restent là, les autres, courez. Les suites de ça, c'est qu'il y a eu, comme je le disais tout à l'heure, 10 à 15 000 morts. Donc, s'il y a des gens qui pensent que cette compagnie-là est un bon partenaire corporatif, un bon partenaire, un bon citoyen corporatif, faut aller. Les sources d'information sont là. Donc, je me souviens en 2012, les gens disaient que j'exagérais, mais je ne peux pas inventer. J'ai d'ailleurs vu des films de torture, des prêtres. Je vous dirais que c'est aussi odieux qu'on peut l'imaginer. J'ai rencontré ce roi-là, entre autres, par le biais d'Amnesty International. On avait dans le cadre de cette campagne-là, justement, on voulait solliciter le gouvernement britannique au moment des Jeux olympiques de Londres, donc, parce qu'on associait les mauvais comportements de la compagnie à une image très négative pour le gouvernement britannique qui avait comme partenaire Rio Tinto pour les médailles. D'accord. Je vous remercie, M. Maltais. C'est un plaisir, Mme Auger. L'embarquement des cabanes à pêche sur l'Anse-à-Benjamin a débuté ce matin vers 7h30. Dès l'aube, les pêcheurs faisaient le pied de grue afin d'être les premiers à s'installer sur la glace. Gaël Brubaker-Chouinard était sur place. Dès 5h30 ce matin, les premiers mordus de la pêche attendaient au bord de l'Anse-à-Benjamin afin d'amarrer les premières cabanes sur les rues du saumon, du sébasse et de la truite. Cette année, à la différence des années précédentes, chaque propriétaire devait faire peser leur maisonnette avant de s'installer sur ce qui bientôt formera un nouveau quartier sur glace. Toutefois, la pesée sera payante dès l'an prochain. Les propriétaires peuvent embarquer leurs cabanes eux-mêmes sur la glace s'ils ont l'équipement nécessaire, mais la ville a tout de même prévu des camions à cet effet. Quelle heure je suis arrivée? 6h, 5h45, 6h, non? Pourquoi arriver si tôt? Être le premier sur la glace? L'embarquement a débuté avec quelques minutes de retard, mais rien de suffisant pour miner le moral des gens présents. Je suis 9e pour rentrer ma cabane. Puis après ça, nous autres, on a hâte que ça rentre. Cette saison, entre 500 et 600 cabanes s'installeront sur les terrains qui ont été préalablement vendus au prix de 97 et 75 pour la saison. D'ici dimanche, 460 cabanes devraient être installées. Les véritables mordus de la pêche n'attendent pas d'avoir une cabane pour pratiquer leur sport préféré. Le Tendou a facilité les activités en encourageant certains à sortir leur canne à pêche. Pas besoin de cabane? Non. Quand il fait beau aujourd'hui, là, c'est sûr qu'il ne faut pas qu'il vente. Pendant l'hiver, des centaines de personnes s'affaireront sur les eaux glacées du fjord. Certains consacrent que quelques jours par semaine, alors que d'autres en font leur mode de vie. Depuis qu'on est retraité, on ferme notre maison à la Rouge, on s'en vient pêcher 40 jours dans notre cabane. On pêche juste une fois de temps en temps. Moi, je suis pas un fou de ça, là. Je viens faire un petit tour de temps en temps. Ça, tu vas sentir toute l'avant-midi, moi, t'en l'enlever. L'embarquement des cabanes à pêche continue tout au long de la journée sur l'Anse-à-Benjamin, sauf pour les rues du Caplan et de l'Éperlan. Ici Gaël Brubaker-Chouinard, ATM Nouvelles, La Baie. Les personnes épileptiques en maison d'accueil devront désormais être surveillées lorsqu'elles prennent leur bain. Cette directive survient 2 ans après la mort de Denis Hamel dans le bain de sa résidence à Roberval à la suite d'un trouble cardiaque. Le coroner Frédéric Boilly, en charge du dossier, suggère une politique sur l'accompagnement des personnes épileptiques. Le CIUS applique cette directive et la famille de Denis Hamel se dit satisfaite des recommandations. Les travailleurs de la construction du Saguenay-Lac-Saint-Jean devraient connaître une hausse de leur temps de travail en 2017. Selon la Commission de construction du Québec, une augmentation de 1,1 % des heures serait à prévoir. La construction d'une ligne de transport d'électricité d'Hydro-Québec entre Montréal et le Lac-Saint-Jean expliquerait en partie cette hausse. Le gouvernement du Québec supporte la candidature du fjord du Saguenay pour qu'il soit inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le comité en charge du dossier doit transmettre la candidature avant demain à Parc Canada afin d'être placé sur une liste indicative. Un comité fédéral choisira par la suite 10 projets à travers le pays pour les soumettre à l'UNESCO, mais le choix définitif ne sera pas connu avant quelques années. La 4e édition du Jam Optimiste se tiendra demain au Montfortin à Jonquière. Cette compétition de planche à neige et ski organisée par le Club Optimiste de Jonquière en collaboration avec l'école de snowboard du Saguenay
a lieu chaque année dans le but de promouvoir l'activité physique chez les jeunes. Un reportage de Francis Laroche. C'est près d'une cinquantaine de planchistes de la région qui débarqueront ici au Montfortin pour cette première compétition freestyle de la saison. Une fierté pour le club optimiste de Jonquière qui travaille très fort pour offrir des activités sportives gratuites pour les jeunes. C'est notre mission, donc les fonds qu'on ramasse, c'est pour aider les jeunes à faire de l'activité physique davantage, les gens moins en moyens à participer davantage au sport. C'est effectivement un des mandats de l'Optimisme international, là, puis nous, on y met beaucoup d'énergie, le Club de Jonquière. L'activité est offerte gratuitement autant pour les participants que pour les spectateurs qui auront droit à tout un spectacle grâce à un parcours plus long qui permettra aux athlètes de prendre davantage de vitesse. Cette année, ça va être plus en mode slopestyle, c'est-à-dire qu'il va y avoir trois setups un après l'autre, 2 de modules, un saut. Il y a probablement le petit saut aussi à côté qui ne sera pas dans le run qu'on va faire si les plus jeunes veulent en faire, mais on va quand même le damer pour leur donner la possibilité. Même si cette rencontre se veut amicale, la compétition risque d'être féroce puisqu'au total, près de 3 000 $ de bourses sont prévues pour les gagnants. Plusieurs activités sont également au programme, dont des leçons de planche à neige qui seront offertes gratuitement pour ceux qui voudraient s'initier au freestyle. C'est très dynamique, c'est le fun, donc une belle énergie. On est en hiver, on fait du sport, donc c'est vraiment nourrissant, c'est le fun. C'est donc demain, à compter de 18 h, que débuteront les compétitions de cette 4e édition du Jam Optimis, organisé en collaboration avec l'école de snowboard du Saguenay-Lac-Saint-Jean. D'ailleurs, les inscriptions sont toujours en cours et se poursuivront jusqu'au début de l'événement. Ici Francis Laroche, ATM Nouvelles, Saguenay. Bien plus qu'un simple passe-temps, la pêche blanche s'avère être un véritable moteur économique pour la région. Pour découvrir cette activité qui fait l'image de marque du Saguenay, nous avons envoyé notre reporter Derek Doherty à la rencontre d'amateurs de pêche blanche. Voici son reportage. Même si la saison de pêche blanche n'est pas encore commencée, les plus mordus ont déjà pris le large à la baie. Nous sommes allés à la rencontre de Danny Gagnon, qui pratique la pêche blanche depuis son plus jeune âge. Je pêche depuis l'âge de 8 ans. Pour moi, c'est plus qu'une passion, c'est un mode de vie. Nous, on est chanceux parce qu'on a des tentes. On peut installer nos tentes à l'avance, avant que les villages soient installés. C'est vraiment fraternel. On a des belles pages Facebook et tout ça pour réunir tous les gens sur cette belle passion-là. Oh, ben, t'en as un! Oh, on a un ici! Oh, on a une touche! Après quelques longues minutes d'anticipation, le poisson se sort finalement le bout du nez. Moi, ce que je fais, mettons que j'en pique un. Oh! On appelle ça une morue saïda. J'ai déjà monté une morue de 22 livres. Et tabarnouche! À la main. OK. Ouais, c'est assez impressionnant. Certains gens sont même prêts à nous amener au large en skidoo des fois. Et justement, le guide de pêche, Ronald Gauthier, est venu nous chercher en motoneige alors qu'il nous a invités à sa cabane à pêche. Cette année, c'est différent. Là. On n'a jamais vu ça, tant de poissons dans la BDA au début comme ça. C'est magique. Là. Tout le monde en prend. Et lorsqu'on lui demande où sont les meilleurs endroits pour pêcher, M. Gauthier se garde une réserve. Oui, mais ça m'a pris tellement de temps à savoir c'est où. Je ne sais pas si je vais dire ça à la caméra. Mais le fjord, c'est unique. C'est à l'année. C'est alors qu'un voisin vient cogner à la porte avec une belle prise entre les mains. Oh oh! Hé hé! Oh wow! Une frange en plus! Oui, puis une frange. Oh wow! Ça, c'est M. Bellé qui a capturé ça. Elle t'a pas morte, la petite Moses. Après une journée de belles prises de morue, de turbo et de sébaste, nous quittons le large vers la terre ferme pour aller visiter Rémi Aubin, président de l'organisme Promotion Pêche. Une activité économique vraiment importante pour le secteur de la baie. On parle de plusieurs millions en retombées économiques. De l'importance vraiment d'être bien structuré pour accueillir ces gens-là, qui vont arriver ici, qui vont manger au restaurant, qui vont coucher à l'hôtel, qui vont faire l'épicerie ici, qui vont se gazer ici. Donc, ça fait partie de la culture locale, hein, la pêche sur glace. Fait que quand la saison arrive, on dirait que la joie est dans le cœur de tout le monde dans la ville. Et comment s'assure-t-on de la pérennité de ce sport? Même si on est passionné, il faut puiser sans épuiser. Avec l'installation des cabanes de pêche au village de glace de L'Anse à Benjamin, on peut officiellement dire que la saison de pêche blanche est lancée.
Ici Derek Doherty pour ATM Nouvelles à la baie. La vente immobilière au Saguenay-Lac-Saint-Jean a augmenté en 2016. Après une année parsemée de rebonds, elle a terminé sur une bonne note alors que les téléphones des courtiers immobiliers ont continué de sonner lors du dernier trimestre. Avec 2205 maisons vendues l'an dernier, force est de constater que toutes les MRC ont connu une hausse. En ce qui a trait aux coûts payés par les nouveaux propriétaires, seule la MRC du Fjord du Saguenay a subi une baisse. C'est celle du Domaine du Roi qui a connu l'augmentation la plus marquante, avec environ 10 000 $ supplémentaires par foyer. Avec l'année 2017 qui commence, la courtière chez Remax, Eva Gagnon, soutient que le marché projette un bon œil sur l'avenir. La 8e édition de la Société régionale en caricature aura lieu ce soir à la salle Le Calypso de Jonquière. 6 caricatures seront dévoilées au cours de la soirée. Notre journaliste Sarah Larouche s'est entretenue avec la directrice générale de la Société des fabricants régionaux, Julie Perron. Donc, bonjour, Madame Perron. Bonjour. Donc, premièrement, à quoi consiste votre événement? Notre événement est un peu un genre de gala reconnaissance, mais à saveur humoristique. Donc, au lieu d'avoir un prix qu'on remet, un trophée ou une mention ou une plaque, nous, on remet des caricatures à des entrepreneurs de notre région pour les remercier d'amener de la richesse ici. Et puis, qui est le caricaturiste? Le caricaturiste est celui du quotidien, du journal Le Quotidien, M. Mario Lacroix. Donc, c'est lui qui fait les caricatures pour le journal depuis des années, puis il s'est allié avec nous depuis les 8 dernières éditions. Et puis, cette année, qui sont les 5 personnalités qui vont être honorées ou à la soirée? Oui, je t'ai mélangé avec le gala. À la soirée, on va avoir Daniel Giguère de La Voix Maltais, Sarah Mercier de Mercier Industrie, Ghislain Larouche de SKL Aluminium, ensuite Pierre Théberge d'anciennement JR Théberge, Dunbrick, il y a eu plusieurs compagnies, maintenant est retraité. Ensuite, Mario Bilodeau de Bilodeau Canada. Puis on a toujours une présentation du quotidien d'un événement économique important de la dernière année, mais là, on ne sait pas encore, c'est une surprise. Et puis, comment avez-vous sélectionné les personnalités d'affaires qui vont être honorées ce soir? Bien, le premier critère, c'est d'être membre de notre organisation, la Société des fabricants régionaux. Le deuxième, c'est d'avoir d'être une personnalité quand même reconnue dans le milieu, d'avoir eu des succès dans la dernière année, dans les années antérieures, d'avoir un beau rayonnement au niveau de la région aussi, puis d'être une personnalité que quand même que les gens ont envie de se coller, là. Et puis, je sais que c'est la première année, en fait, que vous êtes au sein de la Société des fabricants de la région, mais est-ce que vous pouvez me donner des exemples d'autres personnalités d'affaires qui ont été honorées dans les dernières années? Oui, il y a eu Luc Boivin de la fromagerie Boivin, entre autres. On a eu aussi André Bouchard de BPDL à Alma. Il y a eu, on a eu aussi des personnes qui ont gravité autour de notre organisation. Entre autres, un ancien directeur général, M. Alain Bouliane. Il y en a vraiment beaucoup, en fait. Même que la sélection s'en vient de plus en plus difficile parce qu'on en a eu plusieurs, là. Et puis, comment va se dérouler la soirée? Donc, pour commencer, il y a un cocktail qui est offert aux gens qui arrivent. Ensuite, il va y avoir un service de bouchées. Toutes les bouchées sont concoctées avec des produits régionaux, des commandites en plus. Donc, c'est vraiment une gracieuseté de nos producteurs. Puis, on va commencer l'animation. On va remettre les caricatures, puis ensuite, les gens vont pouvoir réseauter puis continuer à manger leurs petites bouchées. Et puis, jusqu'à présent, combien de billets ont été vendus? On est à environ 165 billets de vendus. Et puis, est-ce que c'est un nombre qui ressemble à celui des dernières années? Non, malheureusement, les dernières années, on en avait beaucoup plus. On atteignait pratiquement le 300 billets vendus. Cette année, on a une nette diminution. Pour le moment, c'est difficile de se prononcer sur le pourquoi du comment. On va avoir un post-mortem aussi avec notre conseil d'administration puis notre comité organisateur pour voir qu'est-ce qui pourrait expliquer cette diminution-là, puis on va faire nos devoirs. Et puis, qui peut assister à la soirée? En fait, ça peut être n'importe qui. C'est sûr que c'est beaucoup une clientèle d'affaires parce que c'est des gens d'affaires qui sont là, puis c'est des entrepreneurs qui sont reconnus, mais ça peut être n'importe qui. Nous, c'est une activité qui est bénéfice pour notre
organisation. Donc, le prix du billet est de 80 $ pour les membres et de 95 $ pour les non-membres de notre organisme. Et est-ce que c'est encore possible, en fait, de se procurer un billet? Oui, les gens peuvent se présenter à partir de 17 h au Calypso de Jonquière pour venir assister, au même titre que les autres participants. Puis à ce moment-là, on va prendre leurs coordonnées pour leur transmettre ensuite les détails pour le paiement, parce que le paiement ne se fait pas sur place. Parfait. Donc, je vous remercie beaucoup, Mme Perron, et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. À la météo, Amélia, on annonce de la neige pour les prochains jours? Oui, Pauline, sortez vos pelles parce que ce soir et cette nuit, il annonce une accumulation de neige de 2 cm, des vents d'ouest de 30 km/h et un minimum de moins 8 degrés. Pour demain, 2 cm de neige avec des vents d'ouest de 20 km/h et un minimum de moins 6 degrés. La neige continuera durant la nuit de demain. Pour nos amis du lac Saint-Jean, c'est sensiblement la même chose avec une accumulation de neige de 2 cm, des vents d'ouest de 20 km/h ainsi qu'un minimum de moins 8 degrés. Pour vendredi, accumulation de neige de 2 cm, vent d'ouest de 30 km/h ainsi qu'un maximum de moins 6 degrés. C'est donc le temps idéal pour sortir dehors avec les enfants ou en amoureux pour profiter du beau temps. À vous en studio. Merci Amélia, merci à vous d'avoir été avec nous. Bonne soirée, au revoir.